bonjour ou bonsoir à tous ceux qui l'écoutent en différé. L'objectif ce soir est très simple, c'est de faire une petite mise à jour sur qu'est-ce qui s'est passé dans le deuxième trimestre et surtout, où est-ce qu'on s'en va pour la suite de l'année parce que regardons là où on en est en ce moment, au 31 juillet, là, il n'y aurait pas grand personne qui aurait prévu un début d'année aussi rocambolesque. Si je vous disais là, qu'au 1er janvier, j'avais trouvé une pile de journaux du futur qui nous disait un peu ce qui s'en vient, puis que dans mes journaux, la première page, on avait les faillites de banques aux États-Unis, la guerre en Ukraine qui n'arrête pas, au contraire, même qui s'envenime. À peu près là, l'inflation qui est plus collante que prévu, des hausses de taux qui sont plus longtemps que prévu. Bref, là, à peu près tous les problèmes imaginables. Ben, malgré ça, on a un début d'année extrêmement positif, autant aux États-Unis qu'en Europe et même au Canada. Au Canada, à moindre mesure, mais quand même, des bons rendements au Canada aussi. Et puis, on a vu que ça a été la techno qui a été derrière tout ça. Tous ces enjeux-là dont j'ai parlé depuis tantôt ont été éclipsés par l'invention ou du moins pas l'invention, mais l'avènement d'un nouveau site web en novembre 2022. Hein, novembre 2022, c'est hier. ChatGPT, qui est venu créer un engouement pour l'intelligence artificielle puis pour le potentiel que cette technologie-là peut revêtir pour les entreprises, autant des secteurs qui vont être derrière la création des logiciels et de l'infrastructure, mais aussi les compagnies qui vont faire des gains de productivité grâce à ça. Il y a un rapport de McKinsey que vous connaissez peut-être, là, qui a été très médiatisé au Québec dans les dernières années, dans la dernière année, comme étant un des consultants principaux du gouvernement, autant du Québec que du Canada. Donc, McKinsey fait un rapport qui prévoit que 30 des heures travaillées en Amérique du Nord pourraient être remplacées par, hem, par la technologie, du style ChatGPT. Donc pas exactement nécessairement ChatGPT en soi, mais des technologies de ce type-là. Donc, très intéressant. Mais à court terme, ce que ça a fait, c'est de générer vraiment un engouement dans les marchés boursiers. Au-delà de ça aussi, ça va plus loin que simplement l'engouement de l'AI, là. Il y a eu plusieurs surprises positives en termes économiques. On a vraiment senti que l'économie, surtout aux États-Unis, hein, était beaucoup moins pire que ce qu'on croyait. Puis depuis le début, depuis presque un an déjà, mon équipe et moi, dans nos conférences, on dit: «Oui, on s'en va en récession, mais ça ne sera pas une récession comme on est habitué parce que le marché de l'emploi est trop fort». Puis le marché de l'emploi est fort structurellement, il est fort, démographiquement. Donc c'est pas juste une question de conjoncture, c'est pas juste, l'emploi est fort parce que l'économie va bien. Non, non, c'est pas ça. C'est L'emploi est fort à cause de la démographie, à cause de la structure de la société qui fait qu'il y a beaucoup de boomers qui partent à la retraite, il y a beaucoup de postes à remplacer, il y a une demande pour de la main-d'œuvre qui est très, très puissante. Puis ça a pour effet de soutenir la force de l'économie. Autrement dit, les gens voient leurs factures monter à cause de l'inflation, leurs factures d'intérêt monter à cause de la hausse des taux d'intérêt, mais tant que la job tient et qu'on a des salaires qui suivent le mieux qu'ils peuvent l'inflation, on est capable de rembourser un peu nos factures. Pour ce qui est des marchés boursiers, par contre, ça a monté puis ça a monté vite. Puis ici, on met les paroles de si vous êtes des fans de rock and roll, vous allez peut-être reconnaître la chanson de Journey, Don't Stop Believin'. Une chanson qui parle bien des marchés boursiers actuellement parce que les marchés ont besoin de beaucoup de foi pour continuer à monter encore comme ils montent depuis le début de l'année. Puis on va se positionner là, en fin de rencontre sur est-ce que c'est trop loin, trop vite? Est-ce qu'il y a encore du vu dans ce marché-là ou au contraire, les hausses sont finies? À suivre. Premièrement,
regardons un petit peu l'évolution des attentes en termes de où est-ce qu'on s'en va avec les taux d'intérêt et l'inflation. Puis ça, c'est vraiment assez impressionnant. Ce que vous avez à gauche, c'est les attentes du marché en termes de taux d'intérêt lorsqu'on se parlait au mois d'avril dernier, donc il y a à peine 3 mois. Bon, en avril, les taux étaient à peu près à 4,5, puis on s'attendait qu'on finisse l'année à 4,15, 4 et même 4,15. On s'attendait à avoir des baisses de taux en 2023, puis que finalement, le pic était atteint à 4,5. C'est pas du tout ce qui s'est produit. Rendu au mois de juillet, les taux ont dépassé le 5,15, même là, ils ont été rehaussés aux États-Unis entre 5,25 et 5,50. Et puis, on n'a aucune baisse prévue en 2023. Les baisses arrivent seulement à la moitié de 2024. Donc, on voit là, que le marché repousse les baisses et a accepté des hausses beaucoup plus hautes que prévues. Vous le voyez là, sur ces graphiques-là, à quel point, là, autant au Canada qu'aux États-Unis, on a des hausses de taux généralisées. Puis ça a eu pour impact non seulement de, de ralentir les investissements des entreprises, mais aussi de toucher le portefeuille des ménages. Le portefeuille des ménages a été touché surtout au Canada, beaucoup plus qu'au Canada, en Europe qu'aux États-Unis. C'est une petite statistique là, que j'ai répétée souvent. Pardonnez-moi ceux parmi vous qui m'ont déjà entendu la dire. Mais souvenez-vous qu'aux États-Unis, 95 des gens, environ, grosso modo, là, c'est une statistique qui date de quelques années. Je ne crois pas que ça doit varier tant que ça parce que vous allez comprendre en quoi consiste la statistique. Les gens sont sur des taux fixes 30 ans. Pourquoi les gens sont sur des taux fixes 30 ans? Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de pénalité liée à renégocier son taux d'intérêt hypothécaire. Donc, autrement dit, on fixe 30 ans le taux. Si le taux baisse, on appelle la banque, on le demande de le refixer 30 ans avec le nouveau taux. On peut faire ça 10 fois. Donc, en 2021, quand les taux étaient très, 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 très bas, là, autour de 2 ben, les gens ont largement fixé 30 ans ce taux de 2 là. Donc, les gens qui ne déménagent pas conservent le taux. Si on déménage, par contre, on le perd. Au Canada, souvent, on est capable de déménager et garder son taux, pas aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'aux États-Unis, il y a un très petit inventaire de maisons à vendre. Donc, les constructeurs de maisons ont fait de bonnes affaires, là. On a eu des belles statistiques au niveau de la construction de maisons, puisque l'inventaire de maisons de seconde main est très petit. La récession. Où est-ce qu'on s'en va avec la récession? Ça, c'est très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions qui nous viennent, des gens qui nous demandent Pierre-Benoît, ça fait 1 an que tu parles de récession, puis euh, elle se pointe pas ta récession. Un des indicateurs qu'on a les plus puissants pour prévoir les récessions, c'est l'inversion de la courbe des taux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on s'approche d'un sommet de cycle économique, les taux ont tendance à s'inverser avant une récession. Quand on dit s'inverser, ça veut dire que les taux court terme deviennent plus élevés que les taux long terme. Si parmi vous, il y a des gens qui ont récemment justement regardé leur hypothèque, les offres hypothécaires de taux 1 an, 2 ans, les taux sont plus élevés que les taux 5 ans. Pourquoi? Parce que c'est le cas aussi pour les obligations. Les taux d'intérêt obligataires sont plus élevés pour le court terme que pour le long terme. Ça, c'est pas normal. La normalité, c'est que les taux sont plus élevés dans le long terme. Ça va de soi parce que quand on prête de l'argent à quelqu'un à long terme, on a plus de risques. Pensez-y, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un et il vous dit je vous rembourse la semaine prochaine, ou à l'inverse, il vous dit je vous rembourse dans 5 ans, ben, c'est pas mal plus risqué qu'il se passe des affaires dans les 5 prochaines années que dans la prochaine semaine. Donc, normalement, les taux long terme sont plus élevés parce qu'on va être compensé pour ce risque-là. Dans une situation d'inversion des taux, c'est que là, on est dans une logique inversée où les taux à court terme sont plus élevés, puis les taux à long terme sont plus bas. Ça prévoit les récessions. Mais quand? C'est ça le hic, c'est qu'on ne sait pas quand la récession commence. Parfois, elle peut commencer 6 mois après, ou parfois, ça peut faire comme en 2006.
les taux, la courbe s'est inversée, puis la récession a commencé 22 mois après, donc presque 2 ans après. Fait que ça peut être long, on attend longtemps pour voir que le signal se matérialise. Notre meilleur indice qu'on a pour savoir qu'on est vraiment sur le bord de la fin, c'est quand la courbe se remet à se normaliser. Donc, autrement dit, quand les taux court terme se mettent à baisser, puis les taux long terme se remettent à monter. Donc, une normalisation de la courbe des taux d'intérêt, normalement, indique le début de la récession. En ce moment, on n'est pas du tout là. La courbe des taux est inversée, puis même elle continue de s'inverser. Donc, on n'est pas rendu encore exactement là. Une autre statistique qu'on surveille, puis celle-là, ça nous pointe vers une baisse continue de l'inflation, c'est la croissance de la masse monétaire. Vous avez sans doute entendu parler que pendant la COVID, les gouvernements, les banques centrales ont beaucoup imprimé d'argent pour combattre la fermeture de l'économie, etc. On a mis beaucoup d'argent en circulation. Ce que vous le voyez là, ici, là, la courbe, là, pendant la COVID, on a eu une grosse impression de grosse croissance à la hausse de la masse monétaire. La masse monétaire étant la quantité totale d'argent en circulation, fois le nombre de transactions qui ont lieu. Eh bien là, on est dans une décroissance de la masse monétaire. Quand la masse monétaire décroît, ça indique une baisse éventuelle de l'inflation. Quand? Il y a un écart d'à peu près 1 an. Donc, on l'a vu, là, la masse monétaire a commencé à baisser et puis l'inflation a suivi. Puis en ce moment, la masse monétaire est toujours à la baisse, même si on voit là, un certain ralentissement de cette baisse-là, mais ça nous pointe là, vers une normalisation de l'inflation. Puis on est vraiment d'avis que les hausses des taux d'intérêt, si on n'a pas vu le top, il en reste vraiment pas beaucoup. Encore là, si vous êtes quelqu'un qui suivait assidûment mes conférences, vous allez dire: «Ouais, ben, Pierre Benoît, ça fait à peu près 6 mois que tu dis ça». Mais là, on a vraiment atteint un point d'inflexion où on a vu les dernières données d'inflation sortir dans les 2 entre 2 et 3,5 là, ce qui est vraiment la fourchette attendue. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite maintenant? Parce que c'est bien beau de parler de macroéconomie et puis de l'intérêt puis de l'inflation, mais on veut savoir aussi qu'est-ce qui se passe avec mes actions. Vous avez peut-être entendu parler cette année des Magnificent Seven, des 7 magnifiques, ou encore de chez IG, on les appelait les 8 poids lourds. Euh, les 8 poids lourds, c'était les compagnies qui ont vraiment dominé le marché pendant le premier trimestre. Vous les voyez à gauche. Si vous avez un peu sans observation, vous allez me dire: ben, Pierre Benoît, c'est les 8 poids lourds, mais il y en a 7. C'est parce que en bourse, Google est une compagnie qui est séparée en 2 classes d'actions. Donc, c'est 8 titres, mais 7 compagnies. Bref, euh, pendant le premier trimestre, au 31 mars, ces compagnies-là étaient responsables de 80 des rendements. Donc, autrement dit, toutes les hausses qu'on avait eues dans le premier trimestre, ben 85 des hausses venaient de cette poignée de compagnies-là. Dans le deuxième trimestre, c'était encore les leaders, mais leur proportion de la performance était baissée à 60. Puis c'est ce qu'on voit pour la suite des choses. C'est qu'on voit que les rendements ne proviennent plus seulement des technos, des grands géants de la tech, mais on a des rendements qui viennent des banques, des financières, de plein de secteurs qui avaient été laissés derrière pendant le premier trimestre. Donc, c'est là que l'opportunité réside. C'est beaucoup plus dans les autres secteurs. Ça ne veut pas dire de quitter la techno. Loin de là, hein, ça a été un pari perdant depuis plusieurs années de quitter la techno. On veut un portefeuille bien diversifié qui va avoir de tous les secteurs. Mais les meilleures opportunités en ce moment sont probablement plus là parce qu'il y a déjà eu une part de gain très, très importante. Là. Pour le Nasdaq, on est presque à 40 de gain depuis le début de l'année. Bref, pour terminer, on a en fait, on a 4 thèmes là, principaux qu'on avait mis de l'avant en 2023. Puis, euh, on va faire une petite mise à jour là, sur ces thèmes-là. Le premier, je pense qu'on en a parlé déjà amplement, c'est-à-dire que l'inflation et les taux d'intérêt, on est dans un sommet dans les deux cas, puis on a des opportunités là, dans cette transaction-là parce que quand on va voir des données
d'inflation à la baisse et des taux d'intérêt qui se normalisent, ça va créer de l'impact sur les marchés. Je vais en revenir tantôt. Deuxième point, la corrélation entre les classes d'actifs. Ça, c'est très intéressant parce que quand on a écrit ça, on parlait de la corrélation entre les obligations et les actions. Puis on voulait dire par là qu'en 2022, quand ça a baissé, tout baisse en même temps. Les actions comme les revenus fixes, il n'y avait pas de cachette. 2023, là, on commence à voir des opportunités dans la défensive, c'est-à-dire que on a eu une belle performance des actions, mais les taux d'intérêt sont tellement élevés que si les actions se mettaient à mal performer, on devrait avoir des beaux gains au niveau des obligations. Fait que la corrélation entre les deux classes d'actifs est euh, réduite. Ça, c'est une bonne chose pour les gens prudents. Mais pour les gens qui ne sont pas prudents, qui sont investis en actions, la baisse des corrélations, c'est aussi à l'intérieur des actions. Donc, autrement dit, à l'intérieur des actions, on commence à voir les classes, les secteurs de moins en moins corrélés. Donc, ça, c'est intéressant pour les sélectionneurs d'actions. Ceux que les gens qui sont beaucoup là, des fois qui se demandent ah, mais pourquoi on ne fait pas juste prendre des indiciels, puis pourquoi on a des gestionnaires? Bien, quand les actifs sont très corrélés, c'est vrai que l'indiciel, souvent a des performances presque aussi bonnes ou même carrément aussi bonnes que la gestion active. Mais quand on a moins de corrélation, là, les gestionnaires actifs sont capables de sélectionner les meilleurs secteurs, les meilleures opportunités, puis c'est là qu'on peut faire des gains. Et finalement, un rendement dans le revenu fixe. Ça, c'est très intéressant parce que le revenu fixe en 2023 était dans des conditions atroce. On a commencé l'année, on croyait que ça serait une bonne année pour le revenu fixe. Le début de l'année a été là, vraiment les conditions les plus difficiles pour le revenu fixe, c'est-à-dire des hausses de taux soutenues, des hausses de taux même dans les banques centrales, mais aussi dans les marchés obligataires. Bref, ça aurait dû être une année encore négative pour le revenu fixe, mais malgré les conditions, ben, le revenu fixe a un rendement positif cette année. Donc, ça nous indique là, le potentiel qu'on a dans cette classe d'actifs-là. Évidemment, quand je parle de ça, il y a des gens qui me demandent OK, ben ça veut dire que tu recommandes les obligations plutôt que les actions? C'est pas ça que je dis du tout. À long terme, les actions vont continuer à mieux faire que le revenu fixe, mais pour nos clients plus prudents ou modérés, qui patientent depuis maintenant 1 an et demi avec du revenu fixe qui ne va pas très bien, la lumière est vraiment au bout du tunnel. Bref, même, je vous dirais, elle n'est pas au bout du tunnel, on est rendu au bout du tunnel. Là, il y a vraiment des belles opportunités dans le revenu fixe pour la deuxième moitié de 2023 puis pour 2024.